Alors, je vais aller rapidement. Alors, moi, je me suis attachée sur un aspect un peu plus clinique du trouble psychique chez les victimes de catastrophes naturelles et plus particulièrement des inondations. Donc, je vais aborder ce sujet-là si j'ai le temps, mais je ne suis pas sûre. J'aborderai une petite vignette plus centrée sur les opérateurs de secours. Mais voilà, pour le moment, je vais me centrer sur cette question des catastrophes naturelles, des inondations et surtout du vécu pour les sinistrés. Alors, on retrouve beaucoup d'études qui portent sur les conséquences psychiques des catastrophes naturelles ou technologiques, mais peu d'études finalement sur les inondations et sur les vécus des victimes d'inondations. Alors, peut-être parce qu'on n'a pas de retour d'expérience très prégnant dans ce domaine-là. On a de plus en plus d'inondations dues au changement climatique et je pense que dans une dizaine d'années, on aura plus d'études dans ce domaine-là. Ce qu'on retrouve en tout cas sur les troubles psychiques engendrés dans les catastrophes naturelles, c'est qu'on observe beaucoup plus de troubles psychiques chez les sinistrés que chez les non-sinistrés, et ça plus de 2 ans après la catastrophe. Donc on retrouve ça dans ces études et on peut imaginer qu'il en est de même pour les victimes d'inondations. Donc, ce qu'on retrouve comme signes cliniques prépondérants, ce sont des signes majoritairement d'anxiété, de dépression, de manifestations aussi de stress post-traumatique, ainsi que des dysfonctionnements au plan social. Chez certaines victimes, ces troubles peuvent donc prendre la forme d'une dépression et on retrouve aussi un risque suicidaire qui est majoré chez ces victimes-là. Donc, on retrouve aussi, ce qu'on peut voir, c'est parfois des phobies de l'eau qui se développent. Et on a aussi un mésusage de substances psychoactives qui est augmenté chez ces victimes de catastrophes, probablement liées avec l'anxiété, bien évidemment. Alors, à ce qui concerne la psychopathologie, si on se base sur une référence plus psychanalytique, l'eau renvoie bien évidemment à la notion de mort. L'eau, c'est un milieu non respirable, c'est le milieu de l'asphyxie dans lequel l'être humain ne peut pas survivre. Si on prend d'autres cultures, en particulier la culture orientale, les orientaux, ils voyaient dans l'eau la notion d'abîme et de gouffre. En fait, c'est le milieu de l'engloutissement, de l'anéantissement, et on voit bien ici que l'eau peut être un fort facteur d'angoisse. Les personnes qui sont confrontées aux inondations donc, vont avoir un fort vécu de détresse psychologique, un vécu de perte et surtout d'impuissance face à la catastrophe à laquelle ils sont confrontés. Ils vont se retrouver aussi isolés et il peut y avoir des sentiments d'abandon et de rupture. Peuvent y être associés, liés à la catastrophe, des sentiments de préjudice, de revendication et d'incompréhension ou de colère, et en particulier face au pouvoir public. Des responsables à ce qui se passe sont recherchés. Évidemment, on va essayer de trouver une cause à quelque chose qui est vécu comme incompréhensible. Il peut y avoir une remise en question des décisions prises par les pouvoirs publics, des revendications par rapport, par exemple, à la délivrance de permis de conduire, à l'installation d'infrastructures qui vont empêcher l'écoulement des eaux, etc., etc. De plus, pour les victimes, la montée des eaux va faire disparaître les repères spatiaux et temporels. Et le retrait de l'eau va confronter à de nouveaux espaces qui sont remaniés, un environnement qui est inconnu par rapport à l'environnement antérieur, avec une perte aussi des repères, des objets familiaux. On peut perdre tous les biens matériels, mais aussi les animaux auxquels on était attaché, etc. Et il va y avoir, alors on a abordé hier cette question-là, mais la question du deuil de à la fois les biens matériels, mais du deuil aussi des proches, du deuil des animaux, etc. Il peut aussi se surajouter un sentiment de culpabilité comme tentative de maîtrise de quelque chose d'incontrôlable. Alors certains auteurs ont développé le concept de solastalgie, et cette solastalgie, par analogie avec la nostalgie, ça désigne une forme de mélancolie qui est causée par les changements de l'environnement naturel et la disparition d'un monde familier. Il y a comme une effraction en fait de la vie intime avec une disparition brutale des souvenirs qui sont associés à toute la vie antérieure. C'est comme si toute la vie antérieure disparaissait brutalement. Alors, il apparaît clairement que l'attachement qui est ressenti par chacun à son habitat, à son monde familier, va constituer une vulnérabilité. Et que suivant l'attachement qu'on peut avoir à son environnement familier, les réactions psychologiques vont être plus ou moins importantes. Il faut savoir que le chez-soi, c'est un espace qui est fortement investi d'un point de vue affectif et identitaire.
Et cet attachement peut être un des facteurs explicatifs du mal-être qui va perdurer dans le temps et qui ne va, en tout cas, va s'estomper peu ou très très progressivement. Au niveau des signes cliniques, on peut observer des phénomènes traumatiques avec des phases en phase aiguë, avec des phases de sidération, voire même des syndromes de commotion, inhibition, stupeur. La symptomatologie post-traumatique, après comme ça des catastrophes avec des intempéries majeures, a été décrite sous le nom de syndrome de nuage gris. Donc en fait, on va avoir aussi des sinistrés qui vont être tétanisés à l'idée que l'événement ne se répète en fait. Ils vont souffrir d'une phobie, par exemple des orages, de la pluie, et manifester une anxiété aiguë à l'approche des nouvelles intempéries, avec parfois même la survenue d'attaques de panique. Donc on va avoir une anxiété anticipatoire, si on peut dire, par rapport aux intempéries et au fait que des phénomènes aussi graves que ceux qui sont arrivés puissent se renouveler. En ce qui concerne les facteurs de risque traumatiques, on observe, enfin les études montrent que le vécu péjoratif de l'inondation est influencé à la fois par l'ampleur de l'inondation, mais aussi par ses conséquences. Alors, ce qui va jouer comme facteur de risque, on va avoir le niveau d'exposition aux inondations, la soudaineté de l'évacuation avec la rapidité avec laquelle les personnes vont devoir évacuer leur lieu de vie, la non-connaissance antérieure du risque d'inondation, et on voit là que la préparation et l'anticipation va avoir un rôle majeur dans la protection, la hauteur de la montée des eaux aussi dans le domicile des personnes, des sinistrés. Plus l'eau est montée, plus le domicile a été ravagé par la montée des eaux, et ça de façon rapide, plus le risque traumatique est important. Et évidemment, la lourdeur des pertes matérielles. Comme facteur de stress persistant après l'inondation, on retrouve aussi le manque de soutien concret, social ou moral qui est reçu et qui est jugé insuffisant par les victimes. On retrouve aussi comme facteur de stress un soutien financier qui est perçu comme insuffisant pour couvrir les pertes encourues liées à l'inondation. Le fait que les assurances ne soient pas en capacité de couvrir les dégâts, l'impossibilité de réaménager le domicile ou certaines pièces du domicile avec l'obligation de changer de lieu de vie et de mode de vie, le fait que les conditions de vie soient détériorées en raison des difficultés financières, de la diminution des moyens de pouvoir se changer les idées, de sortir de son cadre habituel pour avoir des loisirs et des sorties, et ça c'est lié aussi à l'impact financier. Le fait que le lieu de travail soit endommagé avec des pertes matérielles et commerciales très importantes, et la crainte d'une nouvelle inondation. Tous les auteurs s'accordent à penser qu'un niveau de revenu bas, donc un niveau social défavorisé, c'est un facteur aggravant concernant la vulnérabilité des personnes lors d'une inondation, qu'elles se remettront moins vite financièrement du désastre. Le relogement va s'avérer complexe, la réalisation de travaux pour réaménager et reconstruire le domicile aussi. Il va y avoir un accroissement chez ces populations-là du niveau de stress, de dépression et de détresse psychologique, comme l'ont montré les études. Le nettoyage des lieux inondés aussi, ça peut représenter... j'ai avancé, pardon, sur les diapos. Le nettoyage des lieux inondés peut aussi être pourvoyeur de la résurgence d'émotions. Quand les personnes reviennent sur leur lieu de vie qui a été ravagé, saccagé, qu'elles doivent nettoyer les lieux, on voit apparaître une résurgence du stress comme il pouvait l'être dans les premiers moments de l'inondation. Et parce qu'évidemment, elles vont être confrontées à la vision de tout ce qu'elles ont perdu, du pan entier de leur vie qu'elles peuvent avoir perdu lors de cette catastrophe. Et parfois aussi peut venir se surajouter un sentiment de honte vis-à-vis des autres, vis-à-vis du fait d'avoir tout perdu et quelque part d'être mis à nu, d'être démunis. Il peut y avoir aussi comme facteur de stress la peur d'effraction par les cambrioleurs. Il peut y avoir en tout cas un pillage des lieux de vie qui ne sont plus protégés, et ça va venir se surajouter au stress vécu lors de l'inondation. C'est-à-dire que les personnes, il va y avoir des vols, des effractions, des pillages qui vont venir à nouveau comme finalement un deuxième traumatisme qui va venir se surajouter avec vraiment une effraction de l'intimité des sinistrés.
À ce qui concerne la prise en charge psychologique, les chercheurs ont montré qu'il y avait des gains significatifs en matière de santé lorsqu'il y avait un accès efficient aux soins psychologiques qui étaient mis en place. Mais ce qui revient dans toutes les études et dans les articles que j'ai pu lire, c'est que cet accès ne doit pas consister à une prise en charge uniquement de l'urgence, mais vraiment s'étaler sur du plus long terme. Il est nécessaire de mettre en place des processus d'aide aux sinistrés, non seulement au plus fort de la crise, mais dans les semaines et les mois qui suivent. Et là va représenter toute la difficulté de l'organisation de la prise en charge. Alors évidemment, en urgence, il va falloir faire un triage, comme dans toutes les catastrophes où il y a un nombre massif de sinistrés. Donc ça peut être bien sûr mis en place par des CUMP, mais qui doivent se situer en zone sécure. Là aussi va se poser la question de toute l'organisation des secours, parce que bien évidemment, lors d'une catastrophe naturelle, il va y avoir tout un tas d'endroits qui vont être sinistrés, tout va être désorganisé, les infrastructures vont être délabrées, dont la question va être aussi de comment on organise cette prise en charge psychologique de l'urgence. Mais après, la question majeure va être la mise en place du relais et de renfort de ces équipes qui vont intervenir dans l'urgence, d'autant plus si les inondations durent dans le temps, comme on a pu le voir dans les exemples là, récents d'inondations, où finalement un épisode va venir se surajouter à un autre épisode, ça va durer dans le temps et sans période de répit finalement, ou des répits très courts. À l'issue donc de cette prise en charge psychologique de l'urgence, il doit y avoir un réseau qui doit être constitué avec toutes les ressources environnantes. Le professeur ce matin en parlait lors de la première intervention, de la collaboration et du réseau qui doit exister pour pouvoir justement tenir dans le temps, pour qu'un accompagnement à distance puisse être mis en œuvre. Et du coup, cela va poser la question de cette coordination, bien évidemment. Alors, j'ai retrouvé dans un article, par exemple, la possibilité de mettre en place des lignes d'appel d'urgence, où là, c'est plus facile, finalement, de mettre en place une écoute téléphonique qui peut durer dans le temps, dans les semaines, voire même plusieurs mois après. Il y avait des préconisations pour laisser justement cette ligne téléphonique d'appel pour les victimes des semaines et des mois après, parce qu'il arrive souvent que dans les premiers temps aussi, les victimes soient prises par des préoccupations très matérielles et ne fassent pas appel au secours psychique. Dans les premiers temps, elles peuvent faire appel à distance, des semaines, voire des mois après. Et il faut évidemment que cette ligne puisse rester active pendant plusieurs mois. Il y a aussi préconisé des séances d'information et de sensibilisation au niveau des collectivités et des communes, parce qu'on retrouve dans les facteurs de risque effectivement une absence de préparation, une absence d'anticipation chez les sinistrés de cette possibilité de survenue de catastrophes naturelles. Donc on peut penser effectivement que préparer les populations, sensibiliser, informer, ça peut être un facteur de protection. Voilà ce que je voulais présenter concernant les inondations. Est-ce que j'ai le temps, 5 minutes, pour ce que je voulais vous présenter par la suite? Alors là, c'était un sujet complètement différent, mais qui est plus en lien avec mon expérience et au propos aussi qui a été tenu par le professeur ce matin en première intervention, c'est sur la préoccupation qu'il faut avoir par rapport aux intervenants des secours, par rapport aux sauveteurs, par rapport aux secouristes, par rapport à toutes les équipes, les personnels soignants qui vont intervenir. Parce qu'effectivement, on va penser aux victimes en premier lieu, mais il faut penser aussi aux intervenants des secours. Et là, je prends juste comme exemple, un exemple de mon expérience, puisque je suis militaire, c'est les missions de secours aéroportées, où effectivement, les secouristes, les intervenants des secours vont être confrontés au traumatisme que peuvent représenter la confrontation à la mort chez les victimes, mais aussi à la mise en danger de leurs propres équipes de secours. Donc j'ai pris un petit cas clinique dont je voulais vous parler. Donc au niveau des militaires, on a des équipes de secours maritime aéroportées. Ce sont des hélicoptères militaires qui vont participer au secours en mer pour secourir des victimes. Alors ça peut être par exemple en Manche-Mer du Nord, les migrants qui peuvent être confrontés à des noyades, mais aussi par exemple des naufrages sur toutes les côtes en fait françaises. Donc là j'ai pris pour exemple un événement qui est survenu, c'était il y a 2-3 ans, je ne sais plus la date exacte, où en fait, il y a une équipe, alors, je suis brestoise, hein, donc je suis originaire de Brest, donc sur la côte bretonne, on a pas mal de tempêtes,
et des naufrages qui peuvent survenir. Ah ben voilà, c'était en 2021, c'était il y a 3 ans, c'était au mois de juillet 2021, il y avait une tempête au large du Finistère avec des grosses rafales à 150 km/h et un voilier danois, un voilier de tourisme qui en provenance des Açores qui a dématé, donc qui a perdu son mât. Il a déclenché une balise de détresse et l'équipage, donc le bateau en fait était en perdition, et l'équipage du voilier est monté sur un radeau de survie. Donc ils ont déclenché une balise de détresse qui a déclenché les équipes de secours du CROSS, du centre opérationnel de secours en mer, et qui a déclenché un hélicoptère de la Marine nationale qui était basé sur la base de l'Ambéopoulmie, qui est tout à la pointe du Finistère en fait. Donc l'alerte est donnée le lundi soir, peu après 20h40, par le CROSS Corsen, qui est le centre, donc, je vous disais, régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer. L'hélicoptère de la Marine nationale décolle avec une équipe médicale qui arrive sur zone à 23h. Donc vous voyez à peu près 2h30 après l'alerte. Il y a un avion Falcon. Les avions Falcon, c'est les avions de la Marine nationale de surveillance maritime aussi, qui vont surveiller la zone dans le même temps et qui lui décollent d'une base à côté de l'Orient. Il y a un vent de sud-ouest force 8, donc c'est quand même un gros vent. La mer, c'est une mer 7. Mer 7, ça bouge beaucoup. C'est une grosse mer aussi, avec des creux de plus de 5 mètres. Les 6 personnes de l'équipage sont élitreillées à bord et ramenées sur base à 3h10. Donc vous allez me dire, tout se finit bien. L'équipage de l'hélicoptère a réussi à récupérer l'entièreté de l'équipage du voilier. Ils sont sains et saufs. Ils sont revenus sur base à 3h10. Mais entre-temps, il s'est passé quand même pas mal de choses. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'en fait, l'hélicoptère, alors on a ce qu'on appelle des plongeurs hélicoptéristes, en fait, qui descendent d'un treuil de l'hélicoptère pour aller récupérer les personnes qui sont soit sur le bateau, soit sur le radeau de survie. Ce qui s'est passé, c'est que le treuil a cassé à la descente du plongeur. Donc, en fait, le plongeur hélicoptériste, le treuil était cassé, impossibilité de ramener ni l'hélicoptériste, ni les personnes qui étaient, enfin les naufragés qui étaient à bord du bateau de survie. Et donc, en fait, l'hélicoptère a dû revenir sur base en laissant son plongeur hélicoptériste et les naufragés en pleine mer. Donc, ils sont revenus avec l'idée qu'ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir repartir, parce qu'il fallait changer d'hélicoptère, il fallait changer le treuil, en fait, s'ils allaient pouvoir récupérer le membre de leur équipage et pouvoir récupérer les naufragés. Donc, l'hélicoptère est reparti sur base sans savoir aussi s'ils allaient pouvoir retrouver la zone. Et surtout, quand ils allaient revenir, les personnes n'auraient pas péri en mer, en fait. Donc, le chef de bord, le pilote qui était chef de bord de l'hélicoptère, a décidé, pour ne pas mettre en danger l'équipe médicale, de repartir sans l'équipe médicale. Parce qu'eux-mêmes repartaient sans savoir s'ils allaient pas non plus périr en mer, tellement la mer était démontée et le vent était fort. Donc, sur décision du commandant de bord, ils repartent avec un autre hélicoptère, mais sans l'équipe médicale, sans savoir s'ils allaient retrouver le radeau avec le plongeur et les naufragés. On se laisse une minute ou deux? Oui, j'ai quasiment fini. Parfait. Donc voilà, c'était pour vous montrer que l'équipage lui-même a été confronté à l'éventualité de perdre sa propre vie, de perdre celle de leurs camarades et celle des naufragés dans cette mission. Donc, suite à au retour de l'hélicoptère, donc, pour lequel tout s'est bien terminé, puisque nous avons pu ramener tout le monde, ils ont retrouvé le plongeur hélicoptériste et les naufragés. Nous avons mis en place une cellule d'urgence, d'intervention d'urgence médico-psychologique pour l'équipage et pour l'équipe médicale, parce qu'il y a eu un traumatisme qui a été vécu à ce moment-là. Sans vous dire effectivement qu'en plus, il y avait des traumatismes antérieurs chez l'équipe de militaires qui avaient vécu d'autres choses dans d'autres missions. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce sont des missions gratifiantes. Je passe rapidement sur les facteurs de stress et prise de risque lors de ces interventions-là. Pour vous dire qu'effectivement, ce sont des missions qui sont très gratifiantes. Hein. Ils ont ramené tous les naufragés, ils ont ramené le plongeur. Ils étaient heureux d'avoir réussi et fiers d'avoir réussi leur mission. Mais voilà, il y a un risque psychique aussi pour les sauveteurs, les équipes de secours. Et évidemment, je pense que ça va être traité dans d'autres ateliers pour tous les intervenants de secours, y compris les pompiers. Voilà, j'en ai terminé.